Bienvenue dans cette session plénière. Donc, je suis Christian Artigue du LAS et je suis aussi directeur du GDR Recherche opérationnelle et décision. Et c'est à moi que revient l'honneur de présenter Alain pour sa plénière ici à Rodef. Je vais dire quelques mots pour présenter sa carrière très riche. Alors, il va y avoir des oublis et des erreurs, mais Alain a d'abord commencé par une agrégation de mathématiques. Il était élève de l'école normale supérieure. Il a ensuite fait une thèse à Paris 6 dans le domaine plutôt de la théorie des graphes et des jeux et des points fixes dans les graphes sous la direction de Claude Berge. Et il a poursuivi dans ce domaine pendant un moment. Alors il a d'abord été enseignant-chercheur dans le cadre de la coopération à l'université à Mexico. Et ensuite, il a été enseignant-chercheur à l'Université de Caroline du Sud, à Columbia. Et puis, il a intégré l'INPG à l'époque, donc NCMAG, comme maître de conférence. Et puis, il a, comme vous le savez, entamé sa carrière à l'Université de Clermont-Auvergne, où il est resté jusqu'à présent, comme professeur émérite. Et donc, suite à sa thèse en théorie des graphes, qui est un de ses articles, enfin, si on peut dire les plus cités, hein, si vous regardez la biblio, il a pendant plusieurs années publié sur ce sujet-là, tout seul, hein, sans son directeur de thèse, pendant des années. Et puis, il a continué sur ce sujet de jeux combinatoires dans les graphes jusqu'à sa thèse de doctorat d'État, toujours à Paris 6. Et puis ensuite, il s'est mis à encadrer des doctorants et il n'a pas arrêté depuis. Donc, j'ai compté, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, 34, pas 340, mais 34 doctorants sur les informations que j'ai eues. Et à l'occasion de ces encadrements multiples et d'autres collaborations, il a énormément élargi son spectre pour couvrir quasiment tous les aspects de la recherche opérationnelle et même au-delà, puisque notamment à cette époque, il s'est intéressé au raisonnement automatique, à NIA. Puis plutôt côté aéro, il a poursuivi sur un centre d'intérêt centré assez tôt sur les flows entiers, les multiflows. Il a d'abord utilisé des techniques de flow, multiflow pour résoudre des problèmes de conception et de routage dans les réseaux. Puis, en fait, de par son intérêt sur les structures ordonnées, les intervalles, il s'est aussi intéressé aux problèmes d'ordonnancement. Il a travaillé sur des problèmes de logistique et de transport. Et là, sur ces problèmes-là, il a appliqué tout l'éventail des techniques de la recherche opérationnelle, qui vont des heuristiques et des méta-heuristiques aux approches polyédrales, branch and cut, branch and price, décomposition lagrangienne. Au-delà de l'optimisation classique, il s'est aussi intéressé à la théorie des jeux, les jeux coopératifs, à l'optimisation globale. Et dernièrement, il s'est intéressé à des problèmes de gestion d'énergie, sur lesquels d'ailleurs il applique des techniques basées sur les flows et multiflows. Donc au-delà de ses contributions scientifiques, donc, qui sont publiées dans pas moins de plus de 130, je crois, enfin au moins 130 revues internationales et l'équivalent en conférence. Il a eu de nombreuses responsabilités. Donc d'abord, il s'est énormément investi en enseignement parce qu'il a été directeur de l'ISIMA. Et dans ce cadre, il a énormément œuvré à l'international avec du montage de double diplôme avec la Chine, avec les États-Unis et ailleurs. Et en recherche, il a été directeur du LIMOS, il a été directeur d'un laboratoire international avec le Japon, d'une structure fédération de recherche nationale aussi, et il a pris la suite en 2012 de Philippe Chrétienne, qui est par là aussi, à la direction du GDR Recherche opérationnelle, et qu'il a dirigé jusqu'à 2020. Voilà, donc j'ai oublié certainement tout un tas d'activités d'Alain, mais je vais lui laisser la parole pour cette heure de plénière. Je vous remercie. Bon, je te remercie, je crois que ça suffit pour tout ce que tu as dit. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, la société Rodef, le GDR Recherche opérationnelle, puis le comité d'organisation locale qui fait les choses visiblement très bien. Moi, ça me fait plaisir de revenir ici dans cette communauté héros et en plus dans cette ville de Rennes qui est très plaisante. Et je ne sais pas si vous avez remarqué,
qui a un métro, ce qui n'est pas usuel pour les villes de cette taille quand même, c'est une performance. Alors j'ai un petit peu hésité pour le titre de cette présentation, je ne savais pas très bien, parce qu'en fait je vais vous parler de projets sur lesquels on a travaillé au Limos depuis 2-3 ans, donc c'est assez récent, ce qui veut dire qu'il y aura autant de questions ouvertes que de réponses, c'est ça un petit peu l'intérêt. Et on peut dire, oui, peut-être que synchronisation, collaboration, ça peut être considéré comme un dénominateur commun. Voilà. Alors, comme je vais parler de plusieurs projets relativement récents, je tiens à citer quand même les gens qui y ont participé au Limos. Alors, d'abord, notre directeur, Mourad Bayou, et puis un certain nombre de collègues, Fatia Bindali, Jean Maillefer, Annegret Wegler, notre ingénieur de recherche, Hélène Toussaint, et puis des doctorants, dont certains sont ici, José Luis Figueroa, qui est mexicain, qui va bientôt soutenir, Héloïse Molekamba, qui est camerounaise, qui elle aussi va très bientôt soutenir, Aurélien Montbelli, il lui reste encore un petit peu de temps, puis aussi un étudiant espagnol très brillant, Alejandro Olivas, qui venait d'Andalousie, et que j'aurais bien aimé garder, mais malheureusement, il a trouvé que Clermont-Ferrand, le climat n'était pas tout à fait ça, et il est reparti sur ces plages d'Alicante. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler de projets. Alors, chacun de ces projets, il y a un côté théorique, un côté fondamental. Moi, j'aime bien les aspects fondamentaux. Je vais essayer les aspects d'éviter que ce soit trop technique. Et puis, il y a un point d'appui applicatif plus ou moins prononcé. Je vous parlerai de Time Expanded Networks avec un point d'appui un peu ludique sur un problème de relocalisation d'objets. Je vous parlerai de contrôle des risques pour des véhicules autonomes et de composants de substitution pour des systèmes multidécideurs. Alors, avant, je voudrais dire quelques mots quand même sur cette notion de synchronisation, qui est un mot un peu flou. Nous, on pense tout de suite à des problèmes de scheduling, des processus qui doivent se rencontrer, et donc des contraintes de synchronisation pas forcément faciles à gérer d'un point de vue mathématique et informatique. Mais en réalité, il n'y a souvent pas que ça. Derrière ces processus, il y a souvent des décideurs qui ne sont pas forcément les mêmes, qui ne partagent pas forcément le même agenda, ni l'information, qui communiquent via des protocoles de communication qui peuvent être assez complexes, et puis dont le comportement peut être sujet à certaines formes d'incertitude. Et ça introduit des éléments de complexité. Alors, pour situer un petit peu certaines des difficultés, je vais prendre 3 exemples très simples sur lesquels, d'ailleurs, je ne travaillerai pas ensuite. Enfin, il y en a un des 2 qu'on gardera, un des 3. D'abord, les problèmes de logistique assistée drone qui sont en train d'émerger. Alors, la logistique assistée drone, qu'elle soit urbaine, agricole ou autre, la plupart du temps, ce sont des véhicules terrestres qui circulent et puis ils embarquent avec eux des drones qu'ils envoient pour accéder à des partenaires, des clients, des partenaires de travail, qui ne sont pas forcément, qui sont d'un accès un petit peu difficile. Et quand on discute avec les gens qui opèrent des vrais drones, on se rend compte que souvent ces drones ont un certain prix, que leur chargement peut aussi avoir un certain prix, que le tout est assez vulnérable, et donc qu'il est préférable, si possible, de ne pas trop laisser les drones atterrir tout seuls quelque part sans qu'il y ait personne pour s'en occuper. Et une fois qu'on constate ça, on se rend compte que la relation avec les partenaires devient une partie du problème et que pour qu'une solution soit valable, il faut qu'elle soit réadaptable en temps réel, un peu comme une stratégie de jeu, à des contextes où finalement le partenaire ne se comporte pas exactement comme on souhaiterait. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est les véhicules autonomes. Alors les véhicules autonomes, c'est très à la mode. Et c'est encore plus à la mode à Clermont-Ferrand parce que le plus gros laboratoire du site, le plus influent politiquement, il a fait des véhicules autonomes son emblème. Il a même réussi à drainer un Labex, Immobes 3. On a un industriel qui n'est pas n'importe lequel, Michelin, qui lui aussi s'intéresse de près à la question. Et donc, on est cordialement conviés à s'intéresser aux véhicules autonomes. Alors, c'est en soi un sujet intéressant. Et quand on discute donc avec les gens de ces communautés, quand on est impliqué dans des projets, on se rend d'abord vite compte qu'il y a un petit gap entre ce qu'on sait vraiment faire et ce qui est affiché, mais ça, c'est de bonne guerre. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a quand même consensus
pour dire que sans doute dans les décennies qui viennent, on va voir vraiment émerger des flottes de véhicules en milieu urbain, rural, de véhicules autonomes qui vont remplir certaines tâches, mais que ça se fera quand même modulo un certain niveau d'infrastructure. Alors cette infrastructure, elle aura plusieurs missions. L'une d'entre elles, c'est d'assurer la communication entre les plateformes de contrôle, les véhicules et les différents partenaires, usagers et autres. Et quand je dis contrôle, c'est contrôle aussi que les choses se passent bien, que les usagers ne prennent pas le mauvais véhicule, voilà, etc. Et puis une partie de cette infrastructure aura aussi pour mission d'éviter, de contrôler les interactions de ces véhicules et d'éviter, par exemple, qu'ils se rentrent dedans ou qu'ils se bloquent, ce qui est souvent le cas actuellement. Donc, ils auront pour... Ça veut dire que, finalement, quand on considère des problèmes de routage, de pilotage de ces systèmes de véhicules autonomes, il faut prendre cette infrastructure de communication complexe, de monitoring en compte, parce qu'elle a un coût, elle prend du temps, elle a des failles, et puis il faut s'arranger pour minimiser le risque, le risque de collision, de blocage du système. C'est-à-dire la notion de sûreté de fonctionnement se met à devenir quelque chose de très important. Un dernier exemple, c'est la notion de consommation, d'autoconsommation en matière d'énergie renouvelable. C'est un thème là aussi qui émerge, qui préoccupe les énergéticiens, parce qu'avec la montée en puissance des technologies pour les énergies renouvelables, on voit émerger, voilà, on voit se mettre en place des plateformes assez importantes avec un manager énergétique et puis des clients qui peuvent être des industriels, des providers de services, des groupements d'immeubles qui chacun ont leur agenda et qui essaient tous ensemble d'un côté de produire et de l'autre côté de consommer de façon synchrone, mais de façon à d'un côté chacun atteindre ses objectifs propres et de l'autre côté quand même minimiser les coûts, les deux. Et quand on dit ça, on voit que c'est assez compliqué d'envisager un modèle unique centralisé, parce que finalement, tous ces acteurs vont difficilement, pour des raisons techniques, commerciales, autres, partager toutes leurs informations, quand bien même ils arriveraient à partager leurs objectifs. Et donc, une partie du problème devient de savoir pour qui on travaille et avec quelle information. Donc, vous voyez, ça permet de situer un tout petit peu certains éléments. Alors, nous ici, je ne vais pas vous évoquer, je ne vais pas traiter toutes ces questions qui sont compliquées. Je vais rester dans ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en héros, dans ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire des choses proches des algorithmes. Mais quand même, je vais essayer, au moins dans les 2 dernières études de cas, de toucher un petit peu du doigt sur les problèmes que je viens d'évoquer. Alors, je vais commencer par les Time Expanded Network, qui sont peut-être le sujet le plus technique, je m'en excuse, et le plus éloigné des sujets que je viens d'évoquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Time Expanded Network ? C'est simple, c'est un réseau classique, et puis on a fait des copies, on a un espace temporel qui peut être continu éventuellement, qui peut être de granularité assez fine, qui est souvent de granularité assez fine, et on fait des copies des nœuds par instant. Donc, en fait, un nœud du Time Expanded Network, c'est un couple xt, où t, c'est une valeur temps, et x, c'est une valeur nœud. Et on met des arcs. Alors, on met des arcs xt vers xt', t' plus grand que t, pour dire qu'on peut rester sur place. Et puis, on met des arcs xt vers yt plus quelque chose, où le quelque chose, c'est le temps qu'il nous faut pour aller de x à y. Xy correspond à un arc du réseau. Le temps qu'il nous faut pour aller de x à y à l'instant t. C'est-à-dire qu'on peut intégrer dans ce Time Expanded Network ce qu'on appelle la time dépendance, la dépendance du réseau au temps. Donc le fait que finalement les durées de traversée d'un arc diffèrent selon les instants. Et puis en plus, on a dans ce réseau des arcs input, output et retour qui nous permettent essentiellement de stocker les conditions initiales du problème et éventuellement certaines composantes du résultat final. Alors, je donne un exemple. Voilà, un petit dessin là. Vous voyez le Time Expanded Network, il y a une source, un puits. En vertical, vous avez les nœuds du réseau de base aux différents instants. J'ai pris un temps discret. En horizontal, vous avez chaque nœud au fil du temps. Alors, comme c'est un temps discret, on passe de t à t plus 1. Ça pourrait être un temps continu. Puis les arcs obliques, c'est les arcs
qui finalement caractérise un mouvement à un instant donné le long d'un arc XY du réseau de base. Alors, d'où viennent ces Time Expanded Networks? C'est intéressant à connaître. Au fond, très vite, quand on a introduit la notion de réseau, elle était construite pour les modèles de flow, typiquement les flots électriques, ça vient des lois de Kirchhoff, de toutes ces choses-là, et donc d'objets circulants, que ce soit l'électricité, du gaz, n'importe quel type de fluide, et puis après des biens, des personnes, etc. Et comme ces objets circulent toujours à une certaine vitesse, à part la fibre optique, eh bien, on s'est posé la question de savoir comment intégrer la notion de temps. Alors, il y a eu différentes approches. Fort Fulkerson en avait proposé une dès les années 60, mais c'était plutôt une version jouée pour des problèmes d'évacuation. Après, il y a eu la notion de réseau dynamique, où la structure du réseau évolue au fil du temps. Et il y a eu une notion très intéressante de flow over time, où finalement on considérait que les valeurs de flow portées par les arcs, ce n'étaient pas des nombres, comme on a l'habitude nous de faire parce que c'est plus simple, mais c'était des trajectoires, des fonctions d'un espace-temps dans un espace de quelque chose. Et donc que ça pouvait par exemple représenter l'évolution des débits ou des intensités au fil du temps. Ce qui entrait sur un arc n'était pas la même chose que ce qui sortait à un instant donné. Alors, je donne un peu de bibliographie, et puis très récemment on est revenu au Time Expanded parce que les Time Expanded, ils sont assez bien adaptés à des problèmes comme ceux qu'on aime bien ici, c'est-à-dire certains problèmes de scheduling avec ressources ou des problèmes de type die-and ride, des problèmes de tournée où il y a simultanément des véhicules et des objets. Alors, je donne un peu de bibliographie. Bon, pour l'article séminal de Fort Fulkerson, il est là, Princeton Flowing Networks. Il y avait un survey très intéressant d'Anome Aronson qui était devenu un petit peu le pape des réseaux dynamiques. Et puis l'homme des flow over time, c'est un nommé Martin Skutela, un Allemand qui avait fait des choses très intéressantes, notamment avec des applications sur les problèmes d'évacuation. Alors, pour préciser un petit peu, bon, ce que je vais présenter est très générique, mais enfin pour avoir un point d'appui qui soit un petit peu intuitif, qui facilite l'explication, je vais prendre un petit problème qui en l'occurrence est un problème joué, qui est un problème de relocalisation d'objets pour les gens qui ont pratiqué le véhicule sharing. Ça peut évoquer la relocalisation de bicyclettes dans des systèmes de bicyclettes partagées, type Vélib. Alors, on a un réseau de base, on a un horizon temporel, on a des objets qui sont distribués sur les nœuds du réseau. Dans certains nœuds, il y en a trop, dans d'autres, il n'y en a pas assez. On a des véhicules et on veut redéployer les objets qui sont en trop vers les endroits où il en manque. On veut que tout ça se fasse dans l'espace-temps et on veut éviter, on veut minimiser alors un coût mixte pour avoir une approche très générale. On veut à la fois minimiser le nombre de véhicules, on veut minimiser le coût économique de la circulation des véhicules, en clair l'essence qu'ils dépensent, et puis on veut minimiser le temps. Alors le temps et le coût économique, ce n'est pas tout à fait la même chose. On veut minimiser le temps que les objets passent à l'intérieur des véhicules. Si on pense à des bicyclettes, c'est le temps pendant lequel ils ne peuvent pas être accessibles aux utilisateurs. Et pour avoir plus de généralité, on s'autorise d'échanger, c'est là qu'intervient la notion de synchronisation, on s'autorise des échanges d'objets entre les véhicules. Alors, on voit assez facilement que ça entre bien dans le cadre Time Expanded Network. Alors, on prend notre réseau de base, on construit le Time Expanded Network exactement comme tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche dedans? On cherche deux objets, un vecteur flow grand H. Vecteur flow, ça veut dire un vecteur qui va satisfaire les lois de Kirchhoff habituelles et qui a indexation cette fois-ci dans les nombres entiers. Un vecteur grand H qui va représenter les camions, les véhicules. Et puis un vecteur petit h qui lui aussi va être un vecteur flow et qui va représenter la circulation des objets. Et donc, bien sûr, on a les lois classiques de Kirchhoff sur les nœuds, pour grand H et petit h. On a le fait, bien sûr, que petit h doit exprimer le transfert des objets en excédent vers les nœuds en déficit. Et puis, on a une contrainte de capacité, c'est-à-dire que sur chaque arc, à un instant donné, sur un arc xt, yt plus distance de l'arc, il faut que
il y ait suffisamment de véhicules pour absorber les objets transportés. Et on veut minimiser un coût dans lequel l'arc de retour va porter le nombre de véhicules. Les coûts économiques sont portés au niveau des arcs de transit et ils concernent le vecteur grand H. Et puis les temps, les riding time, concernent le vecteur petit h et sont portés eux aussi par les arcs dits de transit. Alors là, je donne un petit exemple. On voit en haut un exemple de solution de notre problème IRP, là, de relocation. Et on voit deux tours, gamma 1, gamma 2. Il y en a un qui se situe sur la gauche, VXY, puis l'autre sur la droite, dépôt WXZ. Et on voit ces deux tours se décliner dans le réseau Time Expanded, en bas, à droite. Le premier tour, il occupe le haut. C'est le tour qui part en haut. Vous voyez, donc V, puis après X, puis Z, on monte en S6 et redescend. Et puis le deuxième tour, c'est celui qui part sur W, X, etc. Puis qui reste en X et qui continue en Z et qui redescend. On voit très bien le moment où les deux véhicules échangent deux unités d'objets au niveau de X. Et on voit la façon, à droite, sur les deux flots petit h, sur le flot petit h, comment, au niveau de X, les objets finalement changent. Les objets portés par le deuxième véhicule attendent en X avant de rebasculer sur l'autre véhicule. Donc il y a bien adéquation entre les deux modèles. Alors, on peut se poser la question c'est une question de détail, de savoir si le problème a une solution réalisable. C'est assez facile à traiter. Il suffit de faire un graphe biparti avec les sommets en excédent d'un côté, les sommets en déficit de l'autre, et puis de mettre une arête si un véhicule qui va à toute vitesse peut passer par le premier sommet X, aller ensuite en Y, puis aller ensuite revenir au dépôt. Et il faut qu'on puisse transporter, en utilisant ces arêtes, les quantités en excédent vers les nœuds en déficit. C'est un problème qu'on appelle de transport assez classique. Alors, la question pour nous, c'est comment on fait pour traiter ce modèle qui est très joli. Il y a énormément de modèles qu'on peut synthétiser de la sorte avec ce formalist time expanded de façon assez simple, assez élégante. Le problème, il vient depuis le début, depuis Fort Fulkerson, de qu'est-ce qu'on peut faire algorithmiquement. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que, évidemment, si on prend tout l'espace-temps, et a fortiori si c'est un espace-temps continu, on voit qu'on a un problème de taille dans le réseau, sachant que notre problème à deux flots, couplés par des capacités de contrainte, est en soi un problème complexe. Alors, on peut dire on va faire des arrondis, c'est pas grave, on va se ramener à une échelle de temps suffisamment grosse pour qu'en fin de compte, le réseau n'explose pas. Sauf que là, on a une deuxième difficulté, c'est que si vous prenez par exemple une échelle de temps normalement de 1 minute pour une gestion de logistique urbaine, et que si vous dites 1 minute sur 10 heures ou sur 5 heures, c'est trop petit, on va passer au quart d'heure. OK, maintenant vous avez un arc qui prend 3 minutes. 3 minutes en voiture, on fait pas mal de trajets dans une ville. Si vous avez un arc qui fait 3 minutes, vous en faites quoi? Si vous dites finalement il en fait 15, là vous êtes en train de créer une erreur qui va se propager, vous allez déformer tout votre problème. Et si vous dites il en fait 0, vous restez sur place et vous sentez que là aussi il va y avoir un problème. Alors il y a eu d'autres techniques, il y a des gens qui ont tenté d'adapter les techniques de génération de colonnes. Ça ne marche pas, tout simplement parce qu'il faut générer des colonnes à la fois pour le flot grand H et pour le flot petit h, et ça, c'est assez compliqué. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a essayé? Il y a d'autres approches, mais quelle est l'approche qu'on a essayée ici, avec ses points forts et ses points faibles? On a essayé ce qu'on appelle une méthode de project and lift, projeter puis remonter. On commence par dire on va essayer de projeter tout notre problème sur le réseau de base. Et on va essayer de mettre les contraintes qu'il faut pour arriver à reproduire, à intégrer la notion de temps. Et puis ensuite, on va essayer de remonter, autant que faire se peut, la solution obtenue, qu'on va appeler grand F, petit f, par analogie.
Sur grand F, ça va être le flot projeté de ce qu'on aimerait être grand H, flot projeté sur le réseau de base. Petit f, ça va être le flot projeté de la circulation des objets dans le réseau de base. Et ensuite, on va essayer de les remonter, c'est-à-dire en quelque sorte de donner des dates, de scheduler, de planifier réellement les différentes trajectoires pour avoir toutes les contraintes temporelles. Alors, pour traiter le modèle project, qui est en soi un petit challenge, on se rend compte que si on se contente de projeter les contraintes qu'on a dans le time expanded de façon brute, on ne va pas avoir grand-chose. On va juste avoir des contraintes de flow classiques. Bon, on va se trouver avec quelque chose, on va le voir sur les expérimentations numériques, qui va être très loin de ce qu'on veut. Alors, il nous faut trouver d'autres contraintes qui reproduisent quand même, qui intègrent au moins partiellement une partie des contraintes de temps. Alors, il y en a trois. Une première, c'est tout à fait à la fin, on essaie d'intégrer quelque chose qui nous permet de retrouver le nombre de véhicules. Schématiquement, on dit, parce qu'il disparaît en projection, bien sûr, et donc on dit, voilà, le nombre de véhicules, si par exemple, on a un horizon de temps de 10 heures, et si globalement, notre flot grand F nous dit que les véhicules roulent pendant 100 heures, forcément, il faudra qu'il y ait 10 véhicules. Donc ça nous aide à améliorer notre fonction objectif. Après, on introduit une contrainte qu'on appelle de no-subtour, extended no-subtour, qui étant, comme son nom l'indique, la contrainte traditionnelle de no-subtour pour le voyageur de commerce, et qui nous dit, c'est un petit peu pareil, basiquement, que si on a un ensemble A de nœuds, et que si les véhicules passent une centaine d'heures à l'intérieur ou à la frontière, alors il faut préciser ce que c'est que cette frontière, mais à la frontière de cet ensemble A, eh bien, il faudra qu'il y ait au moins 10 véhicules qui entrent dans A en venant de l'extérieur, si l'horizon temporel est de 10 heures. Puis la dernière contrainte, c'est une contrainte qui ressemble aux contraintes de Benders dans les techniques de type Benders, qui fait appel à des coefficients de dualité et qui pourrait être séparé, met en jeu un processus de génération de colonnes. Eh bien, on essaie simplement de dire que finalement le flot petit f, il faut pouvoir le décomposer de telle sorte à ce qu'on retrouve des trajectoires qui vont de nœuds excédentaires vers des nœuds déficitaires et qui peuvent être faites par un véhicule en tenant compte de la limitation de temps. C'est-à-dire qu'on puisse aller de l'origine de la trajectoire à toute vitesse, puis faire la trajectoire, puis revenir dans un temps qui ne dépasse pas l'horizon de temps. Donc on appelle cette contrainte de T consistante. Alors une fois qu'on a ce modèle, on va voir sur les expérimentations numériques qu'on améliore beaucoup quand même le modèle, c'est-à-dire on le booste pour que sa valeur, pour qu'il soit plus exigeant et donc que sa valeur se rapproche très certainement de ce que serait la valeur optimale de notre problème. Vous voyez, le modèle tout nu, on a des valeurs assez basses. Déjà, quand on durcit la fonction objectif, ça monte sensiblement. Et puis, quand on rajoute les fameuses contraintes extended no-subtour et T consistent pass, eh bien, ça monte encore de façon très sensible, sachant que la contrainte sur les 2T consistances nous sert surtout à éviter un certain nombre de situations non faisables. Alors, une fois qu'on a fait ça, on attaque la phase du lift, remonter la solution qu'on a obtenue. Et là, déjà, ce n'est pas tout à fait évident de dire qu'est-ce qu'on veut. La première chose qu'on a envie, on se dit, l'approche intuitive, c'est de dire on aimerait remonter ce grand F petit f en un grand H petit h qui, grosso modo, coïncide parfaitement. C'est-à-dire on voudrait que la projection du flot réel de nos véhicules, avec la prise en compte du temps, quand on les projette, ça donne exactement ce qu'on a obtenu dans le modèle projeté. Que la seule chose qui diffère, ce soit le coût à cause de l'estimation sur le nombre de véhicules. Ça a l'air assez tentant, et donc on se dit qu'on va faire ça. Quand même, on se devine que ça ne va peut-être pas marcher complètement bien, donc on réfléchit vaguement sur ce que pourrait être une solution de repli. Et une solution de repli, ce serait de dire on va demander la même chose, mais uniquement sur le flot des objets, puis on va laisser le flot des véhicules tranquille. Alors, on fait ça, et ce modèle, pour traiter ce modèle de lift fort,
eh bien, on a un modèle qui marche plutôt bien, enfin, qui demande un certain temps de calcul, mais qui est un modèle exact, qui se traite pas si mal que ça. Quelle est la logique? Eh bien, on prend le flot grand F des véhicules, et puis on casse tous les arcs. Par exemple, si on a un arc XY qui porte 3 unités de flot grand F, ben on va le casser en 3 arcs complètement disjoints, qui est disjoints au sens de leur nœud, un peu comme vous voyez sur la figure qui est à droite. Donc on fait ça pour tous les arcs, et donc on duplique d'une certaine façon les nœuds, et puis à l'intérieur d'un nœud, on différencie les nœuds suivant que ce sont des nœuds d'arrivée d'un arc ou des nœuds de sortie. Donc c'est un petit peu ce que vous avez sur la figure de droite. Alors qu'est-ce qu'on veut faire en faisant ça? C'est assez simple. On se dit que la clé de notre problème, c'est de savoir quand un véhicule arrive le long d'un arc en X, par exemple, en bas, vers quoi il ressort? Est-ce qu'il va ressortir côté Y ou est-ce qu'il va ressortir côté Z? Puis on se pose la même question pour les objets. Quand ils arrivent sur un nœud, de quel côté ils repartent? On voudrait au fond savoir ce qui se passe à l'intérieur des nœuds. Alors, donc on fait ce modèle, et on a un modèle assez simple. On va avoir un vecteur. Alors, les quantités importantes sont portées par ces arcs qu'on peut appeler middle, qui sont internes au nœud. Et on va avoir un vecteur Z qui correspond à ces arcs et qui concerne les véhicules, un autre ce qu'on appelle Y qui va correspondre aux objets, et puis bien sûr on va avoir un vecteur temps, donc ça fait quand même un modèle qui n'est pas léger, qui va nous dire que finalement quand un arc est vraiment utilisé par un véhicule ou par un objet, évidemment ça crée une contrainte temporelle entre la date d'arrivée, la date qui correspond au nœud d'origine, et la date qui va correspondre au nœud destination de l'arc. Une contrainte classique. Et on essaye à ce moment-là, tout simplement, la quantité objective, c'est de résoudre, de traiter ça en minimisant le nombre de véhicules qu'on observe en regardant ce qui se passe sur le nœud dépôt. Alors, quand on fait ça, je n'ai pas donné de résultat numérique, ça marche pas mal, ce modèle se traite pas trop mal, Simplex y arrive bien. On peut l'enrichir avec du branch and cut, des choses comme ça. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est quand même dans 2/3 des cas, et encore c'est sur les instances qu'on a générées, donc ça pourrait peut-être être pire si on en générait d'autres, et bien dans 2/3 des cas, il n'y a pas de solution, tout bêtement. C'est-à-dire on tombe sur un échec, voilà, le strong lift, il ne marche pas dans au moins 2/3 des instances qu'on a pu générer. Alors on voit très bien pourquoi, là je donne un petit exemple, extrêmement simple. On voit en noir le flot des véhicules, en blanc, en gris, le flot des objets. Les objets sont supposés aller, il y a un objet qui est supposé aller de Z vers X, et là, clairement, il n'y arrive pas, parce que le véhicule, il va d'abord en Y, puis après, il va en X, c'est-à-dire il va à la destination avant d'être allé à l'origine. Donc ça ne va pas. Et donc, pour que ça marche, il faudrait demander au véhicule de faire plusieurs fois l'arc YX, enfin de faire un tour YXZ en plus. Donc évidemment, ça veut dire une diminution, une augmentation sensible du coût. Donc on voit que notre strong lift, il est plutôt joli, mais il marche moyennement au sens où il nous envoie souvent vers un échec. Et donc on essaie une approche un peu plus flexible en disant OK, on va garder. On va imposer que la projection du flot des objets, la projection du flot petit h des objets, ça soit le flot petit f, et on va laisser grand h libre. En disant, si on a besoin d'arcs supplémentaires pour grand h, on va aller les chercher. On ne sait pas trop comment, mais on va aller les chercher. À l'arrivée, ça fait un modèle a priori un problème plus difficile, justement, à cause de ces arcs sur lesquels on ne sait pas grand-chose. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé, nous? On a basiquement fait la même construction de graphe que celle de tout à l'heure, que celle pour le strong lift. On a repris le graphe qui est induit, qui correspond aux arcs qui portent du flot, cette fois-ci petit f, pas grand f. Et puis on a refait le mécanisme d'explosion des nœuds, alors cette fois-ci en tenant compte du fait qu'on explose des nœuds en tenant compte de la capacité des véhicules. En clair, si un flot
Si un arc porte 27 unités d'objets et que la capacité des véhicules, c'est 10, ça va nous donner 3 arcs. Donc on fait le même mécanisme d'explosion, de duplication des arcs, de duplication des nœuds, de création d'arcs intermédiaires, et on crée alors un modèle réduit qu'on appelle weak lift, où on cherche juste finalement à observer la circulation des objets à travers les nœuds, la façon dont les objets se redistribuent en traversant un nœud entre les arcs entrants et les arcs sortants. Et puis, on veut avoir des dates, évidemment, qui permettent que ça soit faisable, que ça soit compatible avec l'horizon temporel. Alors, une fois qu'on a ça, qu'on a une solution de ce truc, eh bien, on voit qu'évidemment, les nœuds de notre réseau explosé, là, une fois qu'ils ont reçu une date, on peut les envoyer, les mapper dans le réseau Time Expanded de façon assez naturelle, et qu'alors la recherche du flow véhicule, du grand H, elle est assez facile. Il suffit de traiter, en fait, je ne vais pas détailler d'un point de vue technique, mais il suffit d'appliquer un algorithme de flow de coût minimal pour obtenir une solution optimale dès lors qu'on a fixé Y, c'est-à-dire la façon dont les objets se redispatchent, et les valeurs temps. Donc, à première vue, c'est déjà pas mal, sauf qu'on constate que suivant la façon dont on choisit ce vecteur t, pour lequel on n'a a priori pas beaucoup d'indications, sinon une exigence de faisabilité par rapport à un horizon temporel, suivant la façon dont on choisit ce vecteur t, on peut avoir de bonnes solutions, au contraire d'assez mauvaises, parce qu'on va permettre la séquentialité de traitement de certaines opérations par les camions, ou au contraire, on va l'empêcher. Donc, il y a une vraie question avec comment est-ce qu'on génère de bonnes valeurs de t. Et comme t, il est quand même indexé sur quelque chose d'assez important, on ne sait pas trop comment jouer avec. Alors, comment est-ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on a fait nous? On essaye on a ce problème de cette espèce de graphe flottant un peu, le graphe qu'on a plongé d'image de notre graphe faible, là, que j'ai appelé Wycliffe, le graphe explosé. On a cette espèce d'image flottante dans le Time Expanded Network, flottante parce que tout dépend des dates qu'on donne aux nœuds, et on le garde flottant le plus longtemps possible, de façon jusqu'à ce que la solution qui en émerge nous intéresse. Et comment est-ce qu'on fait pour piloter ce graphe flottant? On utilise une collection d'arcs additionnels sur lesquels les arcs additionnels que vont utiliser les camions pour faire leur job. Et eux, ils ne vont pas être extrêmement nombreux, donc ils vont être plus faciles à manipuler. Et voilà, on essaie de piloter cette recherche d'une collection, je l'appelle ici lambda, d'arcs actifs, c'est-à-dire d'arcs additionnels pour les véhicules. Et à partir de là, une fois qu'on les injecte dans le problème dit weak lift, eh bien ça impulse le contrôle des valeurs de temps, et on peut essayer de piloter ça jusqu'à ce que notre réseau flottant se trouve placé au bon endroit. Alors, je ne donne pas plus de détails techniques. On en tire deux types d'algorithmes. Enfin, on en a tiré deux types d'algorithmes assez simples au sens où c'est des algorithmes un petit peu gloutons. On fait évoluer la collection lambda de façon monotone. On aurait pu faire des choses plus compliquées. Et il y en a une, c'est une approche mathématiquement un petit peu sexy. On utilise la dualité pour contrôler cet ensemble d'arcs. Puis l'autre, on fait une technique plus empirique qui consiste à rechercher quels sont les chemins correspondant à des parcours de camions ou d'objets qui serait bien de concaténer, de rassembler. Alors, ce qui marche le mieux, c'est la deuxième, comme quoi l'empirisme, parfois, souvent, c'est mieux. Et ce qu'on constate, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais ce qu'on constate, c'est que quand le strong lift marche, on arrive à peu près à retrouver les solutions. Et après, évidemment, le coût induit par les arcs additionnels peut être assez important, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur l'exemple, autour de 20-25%. Bon. Ce qui nous manque, c'est des benchmarks, parce qu'on a pris des unités de temps assez fines, et donc ce n'est pas évident d'avoir des solutions exactes. On pourrait imaginer des
des algorithmes un peu sophistiqués de branch and bound, mais ça serait quand même pas évident. Dans les questions qui se posent pour la suite, il y a quand même l'idée d'essayer d'avoir des algorithmes plus fluides. Là, on met en œuvre quand même toute une machinerie qui est assez lourde. Donc d'avoir des algorithmes qui puissent répondre rapidement et s'adapter par exemple à des contextes de décision temps réel. Et puis évidemment, il y a la question de renforcer le modèle projeté en essayant d'intégrer davantage la dimension temporelle. Je vais passer maintenant au deuxième projet sur lequel on a travaillé, alors pas tout à fait les mêmes personnes. On a travaillé justement en liaison avec ce gros labo dont je parle, sur les véhicules autonomes. Alors, je vous ai dit, il y a un petit peu consensus sur les véhicules autonomes pour dire que quand il y aura des flottes en charge de certains types de services, il faudra qu'il y ait une infrastructure de supervision. Et actuellement, le consensus, c'est pour concevoir des architectures à 3 niveaux. Alors, un niveau, c'est évidemment le niveau embarqué sur lequel les roboticiens concentrent leur effort, c'est-à-dire tout ce qui concerne le calcul en temps réel de trajectoire en tenant compte de la cinématique, l'évitement d'obstacles, toutes ces choses-là. Il y a un niveau top level où les gens s'intéressent à la façon dont on assigne des jobs, des tâches aux véhicules, et à la façon dont on les route et on les planifie à grande maille, c'est-à-dire à vitesse moyenne, etc. Et puis il y aurait un niveau intermédiaire chargé de la gestion du risque, finalement de l'aide à la gestion du risque dans les zones à risque, c'est-à-dire les intersections, les endroits où tout d'un coup il peut y avoir beaucoup de véhicules autonomes qui interagissent. Donc il y a un petit peu consensus pour imaginer ce type d'architecture. Et il y a eu des travaux. Bon, il y a eu énormément de travaux, bien sûr, sur le contrôle embarqué. Ce n'est pas trop notre communauté, mais c'est souvent très intéressant. Il y a eu pas mal de travaux sur l'aspect global, notamment, par exemple, ici, les références 3 et 6, qui parlent un peu de l'aspect global, souvent dans des conditions qui sont des conditions d'intervention en situation de catastrophe. C'est là où actuellement les véhicules autonomes sont le plus utilisés, parce que s'il leur arrive quelque chose, finalement, ce n'est pas catastrophique, dès lors qu'il y a déjà un problème quelque part. Et il y a eu quand même pas mal aussi de travaux sur tout ce qui concerne la gestion des intersections, des zones à risque, l'affectation de priorité, etc., le type de recommandations, d'indications qu'on envoie aux véhicules. Alors, nous, ici, on est sur un projet qui est assez spécifique, qui aurait dû notamment donner lieu à un partenariat industriel. Ce qui a fait capoter les choses, c'est le Covid. Et puis le fait qu'on n'a pas fait un très bon choix en essayant de rechercher à tout prix une aide publique pour le Normalement, il y avait un partenariat, on avait déjà pas mal avancé avec un groupe qui s'intéresse à la logistique industrielle. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de donner des outils pour piloter des flottes d'AGV véhicules autonomes, c'est-à-dire sans rails, sans fil guidé, voilà, de véhicules autonomes maintenant tels qu'on les imagine, dans un entrepôt ou dans un site industriel un petit peu large. Et donc il y a un manager, voilà, qui pilote cette flotte, et puis qui reçoit, qui a des jobs à effectuer, de petits pick-up and delivery, qui les distribue aux véhicules en leur donnant leur route et leur vitesse moyenne, la façon dont il les planifie. Et puis ensuite, les véhicules se pilotent. Et en principe, il y a une infrastructure telle que celle que je viens de décrire qui contrôle les choses, qui suit les choses et qui met à jour en temps réel une sorte de cartographie du risque à l'intérieur de l'atelier, de l'intérieur de l'entrepôt, de façon à savoir où est-ce qu'il commence à y avoir des phénomènes de congestion, des choses comme ça. Alors, notre problème, évidemment, il est de piloter ces véhicules de façon à ce que les choses se fassent de façon fluide, rapide, au sens industriel classique, en minimisant le risque. Alors, dès lors qu'on a dit ça, évidemment, on voit qu'il faut spécifier quand même d'une façon un petit peu rigoureuse cette notion de risque. Alors, il nous faut une notion de risque qui soit à la fois précise, mais qui en même temps soit manipulable à la fois en temps réel, à la fois à l'intérieur des logiciels de décision, et qui soit suffisamment simple pour qu'on puisse maintenir une cartographie du risque en temps réel au fur et à mesure que les véhicules évoluent dans la structure. Alors souvent le risque, comment est-ce qu'une façon classique
de le mesurer, c'est de dire finalement le risque lié à un système, c'est l'espérance du coût d'un dommage sur un certain intervalle de temps, d'un dommage induit par le système. Et donc ça veut dire qu'il y a une fonction de risque qui est en quelque sorte la dérivée de cette quantité risque définie sur un intervalle, donc une fonction de risque qui correspond à un instant. Et ici, ça va être un instant et à un arc donné. Et comme on veut quelque chose de simple, eh bien, le plus simple, c'est de considérer que ce qui va déterminer le risque sur un arc, c'est le nombre de véhicules qui circulent dedans, qui sont encagés dedans à l'instant T, et les vitesses auxquelles ils vont. Que c'est suffisant. C'est peut-être pas suffisant. On peut peut-être considérer les directions dans lesquelles ils vont, peut-être le type de tâches qu'ils sont en train d'effectuer, mais il ne faut pas aller trop loin, sinon ça ne sera pas gérable. Et donc, ça nous permet, alors on voit que ça nous permet de définir le risque d'une façon assez naturelle, inductive, en disant que finalement, la fonction de risque, eh bien, pour n plus 1 véhicule, c'est la fonction pour n, plus le risque induit par un n plus unième véhicule. Et le risque induit par le n plus unième véhicule, ça va être une fonction de sa vitesse, qui va être croissante, évidemment, plus on va vite et plus on prend de risques, multiplié par une quantité pi, une fonction phi de u, multipliée par une quantité pi, qui va dépendre finalement de ce que font les autres véhicules. Et qu'on ne va pas regarder quand on s'intéresse à un véhicule particulier. Alors, ça permet de définir deux problèmes qui sont, je dirais, un petit peu fondamentaux par rapport à cette problématique, même si ce n'est pas ceux-là que je vais étudier ici. Il y en a un qui est le problème, disons, de risque global. On se donne un horizon de temps, on se donne n véhicules, n couple origine-destination, et on veut router les véhicules. Donc router, ça veut dire trouver le chemin et les fonctions vitesse, de façon à ce que tout ça tienne dans l'horizon temporel et que le risque induit globalement soit le plus petit possible. Alors, c'est un problème intéressant parce qu'il permet de déboucher, il est lié au problème du dimensionnement de la flotte. Il permet notamment de se rendre compte quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser un seul véhicule à qui on fait faire séquentiellement deux jobs, plutôt que d'essayer à tout prix de paralléliser avec deux véhicules. Et également, il est intéressant parce qu'on se rend compte assez facilement que la solution optimale de ce problème va être telle que les fonctions vitesse vont être constantes par morceau, et donc que la fonction pi, là-haut, on va pouvoir supposer qu'elle est constante par morceau, ce qui nous simplifiera la vie pour ce qui suit. Et un autre problème, qui est un peu théorique, mais qui n'est pas inintéressant, je l'ai appelé risque ou wardrop, parce que c'est par analogie au problème de wardrop pour les véhicules dans des espaces urbains, où on essaye finalement de trouver une situation d'équilibre, c'est-à-dire des stratégies pour chaque véhicule, de telle sorte qu'aucun ne peut modifier sa stratégie sans augmenter son risque personnel de dommages. Alors attention, les deux problèmes ne sont pas les mêmes, tout simplement parce que le risque personnel, ce n'est pas le risque additionnel qui est en haut. Le risque personnel, c'est vraiment le risque qu'à vous, il arrive un problème. À la limite, les autres, vous vous en moquez un peu, enfin, pour parler cyniquement. Et alors qu'évidemment, en haut, on s'intéresse à tout. Et il n'est pas obligé qu'il y ait un équilibre de type wardrop. Enfin, il peut exister, mais sous certaines conditions. Alors, nous, ici, on s'intéresse à un problème plus opérationnel. C'était un peu ça la cible de notre partenariat avec Inoprod. Plus opérationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un job à faire, on a un véhicule libre, et donc on veut router ce véhicule depuis l'endroit où il est jusqu'à l'endroit où il doit aller. Cette fois-ci, de façon à ce que ça aille le plus vite possible, mais en n'induisant pas un risque plus grand qu'un certain seuil, un certain capital risque, risque max. Alors, évidemment, quand on s'intéresse à un seul véhicule, on a l'état du système, et finalement, on a notre fonction de risque, réduite au point de vue d'un seul véhicule, qui se présente pour chaque arc et à chaque instant comme le produit d'une fonction phi de v. V, c'est la vitesse, et forcément, c'est croissant. En l'occurrence, on prend souvent v au carré, v est normalisé entre 0 et 1, et puis une fonction pi qui caractérise l'état du trafic à ce moment-là sur l'arc, et qui est donc constante par morceau en escalier, tel qu'on a pu le supposer. Alors, ce problème, il n'est pas évident à caractériser.
Il est dans NP temps, mais ça ne coule pas de source. C'est pas évident à démontrer. On ne sait pas bien dire s'il est NP complet ou pas, on a l'impression que oui. La difficulté tient aux transitions entre les arcs, c'est-à-dire à quel moment vous accélérez parce que vous savez qu'en accélérant, vous allez passer sur l'arc suivant en évitant la congestion, ou au contraire, à quel moment il vaut mieux freiner en disant « je vais laisser passer l'orage sur les arcs suivants ». Voilà, c'est une situation qu'on a fréquemment quand on est dans les embouteillages et qu'on cherche un nouvel itinéraire. Et on voit que c'est là qu'est la complication. Alors, petits résultats théoriques qui sont assez utiles. D'abord, tu as une stratégie optimale pour ce problème. Normalement, on mange tout le risque. Et ensuite, on peut, et ça nous est très utile, on peut constater que quand on traverse un arc, eh bien, sauf si on est à vitesse maximale, la quantité de risque qu'on consomme par unité de distance va être constante. Elle va dépendre de l'arc, mais elle va être constante tout au long de l'arc. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au lieu de chercher une fonction vitesse, même constante par morceau sur cet arc, on va simplement chercher un coefficient qui est ce fameux coefficient constant risque, unité de risque par unité de distance. Je l'appelle RT étoile de E. Et à ce moment-là, ça nous ouvre la porte pour des algorithmes relativement classiques de type A étoile. Vous savez, A étoile, c'est des algorithmes qui ont été conçus pour les parcours de robots en robotique, pour aider un objet à se piloter dans un grand réseau d'états et en s'appuyant sur une estimation du coût pour rallier la destination. Alors ici, on a des états qui sont un nœud, bien sûr, et puis la quantité de risque qu'on a consommé pour aller jusqu'au nœud et le temps qu'on a consommé. Donc des triplets XRT et une décision, tout naturellement, c'est l'arc qu'on prend au départ de X et le fameux coefficient risque versus distance. Et la question qui se pose à nous, c'est celle du filtrage, c'est-à-dire qu'on veut que tout ça marche en temps réel. Donc en fait, un algorithme de type A étoile avec des états qui potentiellement sont continus, peuvent être nombreux, ça ne nous va pas. Il nous faut quand même des choses qui aillent beaucoup plus vite, même si possible, qui soient gloutonnes, de la décision instantanée. Donc on a une vraie question de filtrage, sachant que les filtrages classiques, Pareto ou estimation optimiste, ne vont pas marcher. Si on dit notre estimation optimiste, c'est je vais à la vitesse maximale à la cible, d'accord, mais on voit bien que ça, ce n'est pas réaliste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas compliqué. La seule façon de s'en sortir, c'est de limiter arbitrairement le nombre de quantités RT étoiles, en fait de limiter le nombre de décisions qu'on peut prendre par un nombre M, et de limiter le nombre d'états auxquels on a droit. Et à ce moment-là, évidemment, on se pose la question, comment est-ce qu'on obtient finalement, si on identifie ces décisions auxquelles on a droit, mettons que je prenne M égale 3, par exemple, 3 décisions, comment est-ce que j'obtiens les 3 décisions possibles ? Et si je fixe, par exemple, le nombre d'états de couple RT à 10, ceux auxquels j'ai droit, comment je fais pour éliminer les autres ? Comment je fais pour les ranger, les classer de façon à éliminer ceux qui ne me plaisent pas ? Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais on a mis en place des techniques d'apprentissage par renforcement, d'apprentissage statistique. L'apprentissage par renforcement, c'est le contraire du supervisé. On apprend en marchant, comme quelqu'un qui apprend à contourner des obstacles et qui se familiarise avec eux. Et d'un côté, on apprend à estimer les valeurs pertinentes dès lors qu'on a décidé le nombre de valeurs auxquelles on avait droit, de valeurs RT étoiles. Puis de l'autre côté, on essaie d'apprendre un estimateur. C'est un peu ce que font les gens qui font du trafic urbain, qui nous permettent de savoir que dans un embouteillage, il nous faut 35 minutes pour atteindre, je ne sais pas, le péage ou la porte d'Orléans à Paris. On utilise une espèce d'estimateur qui nous dit, à partir d'un nœud Y, combien il faut pour aller à la destination D, sachant qu'on a un capital risque à notre disposition. Voilà. Et on a utilisé des techniques d'apprentissage que je ne vais pas détailler ici pour réaliser ça. Alors, on a fait des tests. Ce n'est pas évident de faire des tests. Bon, pour la fonction phi, on a pris E carré. Ce n'est pas évident de faire des tests parce qu'il faut générer les fonctions de risque. Et ça, ce n'est pas facile. En toute logique, si on voulait le faire sérieusement, de façon très rigoureuse, il faudrait finalement simuler la circulation des véhicules dans l'entrepôt et reconstituer les fonctions de risque telles que je les évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est assez lourd. On ne l'a pas fait. On a essayé de générer des fonctions de risque,
mais en évitant de tomber dans le piège qui fasse que toutes ces fonctions de risque soient à peu près les mêmes d'un arc à l'autre. Parce que si on fait ça, alors le problème devient presque trivial. Donc il faut faire en sorte qu'à un moment donné, quand on change d'arc, quand on change d'axe, comme sur la route, ben les choses ne se passent pas exactement de la même façon. Sinon il n'y a plus de problème. On sait qu'on est bloqué, voilà, point barre. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu, et on a fait des tests, et ces tests, bon, pour avoir des benchmarks, ben, on a fait tourner l'algorithme avec beaucoup d'états et beaucoup de décisions possibles pour avoir des quasi-benchmarks, des quasi-solutions exactes. Puis après, on a essayé de faire varier. On a essayé, par exemple, de jouer avec M égale 3 décisions et 10 états. Et puis, on a essayé, enfin, ce qui nous intéressait le plus, c'était d'avoir une approche gloutonne, hein, une seule décision. Alors, on arrive assez bien à de bons résultats quand on s'autorise un peu de flexibilité, mais c'est quand même un peu beaucoup parce qu'on visite un arbre. Par contre, quand on est sur le glouton, on voit qu'il y aurait encore des progrès à faire, notamment dans cet estimateur qui nous permet d'estimer quelle est la bonne distance, le bon coup pour aller d'un endroit courant à la cible sous un certain capital risque. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, donc on voit qu'il y a des questions. Hein, on voit qu'il y a des questions. Essayer d'améliorer. Il y aura aussi la question de ce problème global auquel on ne s'est pas intéressé, mais qui est intéressant parce que du point de vue de notre partenaire, c'était presque le problème qui l'intéressait le plus, parce que lui, ce qu'il souhaitait, c'était des recommandations en termes de dimensionnement de la flotte. Bon, puis il y a ce problème de wardrop qui est une curiosité mathématique et peut-être pas centrale. Voilà. Alors, le dernier problème auquel je vais m'intéresser, je vais vous décrire, c'est une expérimentation sur la notion d'autoconsommation avec en jeu des véhicules autonomes, puisque Clermont-Ferrand, on ne fait rien s'il n'y a pas les véhicules autonomes, même si on ne voit pas très bien à quel moment l'autonomie intervient dans le modèle. Et puis une plateforme de création d'hydrogène solaire. Alors pourquoi hydrogène solaire? Toujours pareil, parce que dans le même gros labo partenaire, il y a des gens qui travaillent sur l'hydrogène solaire. C'est un thème très intéressant. On fait de l'hydrogène avec de la photolyse et de l'électrolyse, beaucoup moins d'électrolyse que l'hydrogène classique d'air liquide. Et donc, quelque part, voilà, on a quelque chose de potentiellement économiquement intéressant. Et de l'autre côté, donc, on a une flotte de véhicules qui fonctionnent avec cet hydrogène. Puis de l'autre côté, on a une plateforme qui fabrique de l'hydrogène solaire, qui fonctionne période par période. Et pour chaque période, on sait à peu près combien on peut espérer d'hydrogène. On sait quels sont les coûts qui dépendent des coûts électriques pour l'électrolyse. Et on a des coûts d'activation qui correspond à l'activation de la plateforme. Alors, je vois qu'on me fait signe qu'il faut aller vite. Alors, bon, on s'est intéressé, bon, c'est un problème que beaucoup de gens se sont intéressés à la planification au routing avec contraintes de recherche, notamment pour les véhicules électriques. Beaucoup se sont intéressés à la planification de production, y compris pour l'énergie. Peu se sont intéressés à la synchronisation producteur-consommateur. Alors, d'abord, on a considéré ce problème d'un point de vue centralisé. Bon, ce n'est pas notre objectif, mais quand même, on a d'abord regardé ce problème d'un point de vue centralisé. Se demandant si c'était difficile, comment est-ce qu'on ferait. Et on voit que c'est assez difficile. Bon, si on fait un modèle linéaire, déjà, si on fixe le tour, ce qui est le plus simple, on s'aperçoit que c'est NP complet, que si on fixe le tour, on peut avoir des modèles linéaires dont la relaxation fractionnaire est nulle, ce qui est un mauvais signe, ce qui montre... Alors, on peut évidemment mettre des coupes, mais enfin... Et on a mis en place un petit algorithme, un algorithme de programmation dynamique désynchronisé où l'espace-temps, c'est les couples période-station. Et puis, puisqu'on prend les stations dans un ordre qui est fixé, et puis les états, bon, c'est des états classiques, l'état de la machine, l'état des stocks, et une variable de temps qui a un caractère symbolique, suivant que la valeur de temps est à l'intérieur de la période I. Alors ça veut dire que le véhicule est en J à ce moment-là et doit décider s'il va recharger à la plateforme ou s'il continue. Si T est après, ça veut dire qu'il est en train d'aller vers J et qu'il va l'atteindre à la date T. Et s'il est avant, ça veut dire qu'il est entre J et la plateforme et qu'il est peut-être en train d'attendre pour se recharger. Et les décisions sont en conséquence. Les décisions les plus importantes, c'est X et delta. X, c'est quand on est à l'intérieur, on est localisé en J et qu'on doit choisir
si on va recharger ou si on continue. Et delta, c'est quand on est à la plateforme et soit on attend, soit on recharge. La recharge prend une période entière et on ne peut pas à la fois recharger et produire pour des raisons de sécurité. Alors on peut transformer cet algorithme en un PTAS, un Polynomial Time Approximation Scheme. Je n'entre pas dedans. La caractéristique de ce schéma, c'est qu'on autorise une légère violation des contraintes. Alors maintenant, notre vrai problème, c'est quand même de construire le tour du voyageur de commerce. On prend le point de vue véhicule et on aimerait bien avoir le véhicule. Il a un tour du voyageur de commerce à réaliser et ce tour de voyageur de commerce doit être tel qu'à la fois ça va le plus vite possible, on termine le plus vite possible, et que ça coûte le moins cher possible en temps d'énergie. C'est ça le vrai problème. Et on voit qu'évidemment c'est compliqué, puisque si on fixe déjà le tour, c'est compliqué. Alors si on laisse le problème de voyageur de commerce ouvert, c'est encore plus compliqué. Et non seulement c'est compliqué, mais ce n'est pas satisfaisant de le traiter sous l'angle centralisé. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, d'un côté, il y a le manager d'énergie qui a son savoir-faire, ses informations. De l'autre côté, il y a le gars qui gère ses véhicules, qui a ses objectifs, son information. Et on imagine mal des contextes, pour des raisons simplement techniques, où ils vont vraiment partager l'information. Et donc la question, c'est de savoir de quel côté on se place, voilà, et avec quelle information. Et là, notre choix, on aurait pu faire le choix contraire, mais enfin, notre choix, c'est de dire on va essayer de se placer du point de vue du véhicule. Voilà, on essaie de se placer du point de vue du véhicule, donc on ne sait pas tout, au fond, si on n'a pas complètement prise sur l'opérateur énergétique. On essaye de se placer du point de vue du véhicule et donc de calculer le tour grand gamma, le tour de voyageur de commerce, les recharges, donc une espèce de tour étendu, et en même temps, on va avoir des fenêtres de temps et des quantités rechargées qui vont aller avec. Et à ce moment-là, puisqu'on part du point de vue que de toute façon le problème est trop compliqué, pris dans sa globalité, et qu'en plus on n'a pas accès à toute l'information, on essaye de remplacer la valeur optimale du problème de production induit, une fois qu'on a fixé cette stratégie véhicule, donc du problème qui correspond à l'activité du producteur, eh bien, on essaye d'éliminer ce composant qu'on ne connaît pas et de le remplacer par un truc plus simple. Alors, une fois qu'on a fait ça, si on est capable de le faire, on a un schéma collaboratif, algorithmique de type collaboratif assez simple, c'est-à-dire qu'on a une boucle où les deux partenaires échangent. Le véhicule choisit sa stratégie, grand, petit gamma, là, tour étendu, plus les recharges, etc. Il la transmet au producteur qui calcule, qui lui renvoie un résultat avec un vrai coût, pas le coût estimé, et qui lui renvoie éventuellement des recommandations, voire des injonctions si le problème n'était pas faisable, pour modifier un peu ses recharges et sa stratégie. Le véhicule essaye de s'adapter, durcit un peu les paramètres de son modèle, refait une proposition en refaisant tourner son modèle, et ainsi de suite, puis ça s'arrête à un moment donné, et on prend la meilleure solution qui a émergé. Donc la question à ce moment-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on prend comme estimateur. Alors on a essayé deux choses. Une première, c'est de dire un estimateur, c'est la résolution d'un problème paramétrique. Au fond, quand j'ai petit gamma, le tour avec recharge, je peux en extraire je peux me demander si les recharges sont bien faites, essayer de les recalculer. Ça me donne un problème qu'on appelle P-refuel. Alors on met un paramètre flexible pour donner de la flexibilité au processus. Et on veut finalement que cette nouvelle stratégie, ce nouveau tour étendu, soit faisable et minimise une combinaison temps-énergie. Temps consommé, énergie consommée. Et ce problème est assez simple. Il est solvable en temps polynomial, même au sens paramétrique. Et on peut résoudre le problème ainsi défini, soit de façon exacte, ce qui est joli mathématiquement, pas forcément efficace, soit de façon approchée avec un LNS, sur lesquels je ne vais pas insister. Et la deuxième approche qu'on a envisagée, c'est d'utiliser une technique d'apprentissage, puisque c'est très à la mode, bien sûr, mais pas seulement, parce que c'est aussi quand même très générique. Et on essaie d'utiliser un réseau de neurones, alors un réseau de neurones convolutionnel, c'est-à-dire qu'il soit susceptible à s'adapter à des inputs de taille variable. Et on essaie d'utiliser donc ce réseau de neurones convolutionnel pour apprendre la valeur optimale du problème de production induit une fois qu'on a fixé le tour du véhicule avec ses recharges, les quantités rechargées et les fenêtres de temps.
Et donc, bon, là, je donne le détail un peu du réseau. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais aller assez vite. Les réseaux convolutionnels sont en 3 couches, masque, mécanisme de pooling et perception finale. Là, vous avez un dessin qui représente. Le perceptron masque, il a 2 colonnes, une qui est focalisée sur la production et une sur le temps de durée du parcours. La valeur de sortie, c'est un coefficient 0,1 parce que c'est ce qui s'apprend le mieux. Et on s'arrange pour que ce 0,1 corresponde à la position de la valeur optimale cherchée de la valeur cherchée entre une lower band et une upper band. On utilise un nombre assez réduit d'arcs synaptiques pour pouvoir faire un apprentissage classique, c'est-à-dire qu'avec 5000 instances résolues de façon à peu près optimale, on essaie d'apprendre un peu moins de 1000 coefficients synaptiques, ce qui donne quelque chose d'assez robuste. Et les tests numériques, bon, je ne vais pas donner de détails sur la façon dont ils sont générés, mais les tests numériques font apparaître que par rapport à une upper band qu'on obtient de façon un petit peu empirique, mais enfin qui est assez proche de l'optimal, qu'on obtient avec une bibliothèque de nombres entiers, enfin linéaire, eh bien, on est à peu près, dans les 2 cas, autour de 5%. Donc, ce qui est pas mal, dès lors qu'on a accepté qu'on ne voyait pas, finalement, tout ce que fait le producteur, qu'on n'avait pas accès à toute l'information. On voit aussi que c'est plus compliqué de mettre en œuvre l'approche machine learning, malgré le fait qu'elle soit plus générique, parce qu'il faut l'introduire dans le schéma de local search, qui n'est pas complètement donné. Il faut effectuer le processus d'apprentissage. Bon. Par contre, évidemment, si on se place dans le futur, on se rend compte que l'approche machine learning, elle a un côté intéressant, c'est qu'elle est très générique. Elle ne dépend pas tellement du problème, alors que là, évidemment, l'autre composant de substitution qu'on a utilisé, il est très lié à la compréhension qu'on a du problème. Il a besoin d'un algorithme exact, un algorithme ad hoc. Bon, on se dit que s'il faut faire ça à chaque fois, ça va être plus compliqué. Voilà. Et bon, je vais m'en arrêter là, parce que là, Christian m'a fait signe que quand même, il fallait peut-être songer à arrêter. Merci Alain. Donc il nous reste 5 minutes pour des questions. Donc Najib m'a demandé d'abord de donner la parole à l'amphi du bas qui nous écoute, qui nous entend. Donc s'il y a des questions, j'imagine qu'elles peuvent être retransmises. Très bien. Si vous avez des questions. Non. Pas de questions du bas. Pas de questions de tout de lycée. On va passer aux questions de l'assistance en direct. Alors, allez-y. Personne n'a de questions? Bon, moi j'en ai. Ah, Claire. Oui, alors moi, ma question, elle porte sur la première partie, là, les graphes qui sont dupliqués. Là. Et donc, finalement, pour les problèmes comme ça, où il y a des choses qui se répètent en ordonnancement cyclique, finalement, il y a eu une espèce de marche qui a été franchie quand on a pris un horizon infini et puis qu'on a finalement réfléchi sur la structure intrinsèque des problèmes à horizon infini. Est-ce que dans le cas que tu travailles, est-ce que ça peut aussi s'appliquer? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en horizon infini? Voilà. Horizon infini, bon, l'horizon infini, on n'a jamais trop travaillé. Enfin, généralement, on prend un horizon fini. On peut très bien dire qu'on a un horizon infini dans un Time Expanded Network, dès lors qu'on n'envisage pas, de toute façon, le principe des Time Expanded Network, c'est qu'on considère un temps qui est continu avec une granularité qui est suffisamment fine pour que le fait d'énumérer les dates n'ait pas beaucoup de sens. Donc, que l'horizon soit infini n'est pas en soi un problème. Après, tout dépend du modèle, à quel moment, enfin, qu'est-ce qu'on veut décrire. Mais le fait, dès lors qu'on ne cherche jamais à énumérer ni à construire le réseau de façon exhaustive, ce qui est quand même le but,
C'est pas d'avoir une grosse échelle de temps, 10 unités de temps, et de se débrouiller avec, parce que ça marche dans très très peu de cas. Donc on part du point de vue qu'on a un espace de temps relativement grand, assez fin, et qu'on le prend tel qu'il est. Et à ce moment-là, qu'il soit infini n'a pas beaucoup d'importance, il peut être continu, et que l'horizon soit infini n'en a pas tant que ça non plus. Après, il faut regarder comment se présente le problème. Mais par exemple, bon, moi je me suis focalisé ici parce qu'il fallait bien prendre un point d'appui pour éviter d'être dans une réflexion trop générale. Hein. Mais enfin, en réfléchissant, on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes de type, par exemple, scheduling, de type scheduling avec contrainte de ressources, des choses de ce genre, qui peuvent se formaliser dans ce cadre. Alors après, toute la question, c'est pas juste de formaliser le problème, c'est d'avoir des algorithmes derrière. Hein. Mais on peut effectivement passer un certain nombre de problèmes dans ce cadre. C'est surtout intéressant quand effectivement il y a quelque part des contraintes de synchronisation, parce que c'est celle-là que ces modèles capturent le mieux. Hein. C'est parfois certains problèmes, typiquement simplement dans le problème de relocalisation de véhicules. Si je dis qu'il n'y aura pas d'échange entre les véhicules, bon, on peut très bien utiliser nos Time Expanded Network pour exprimer le problème, mais finalement l'apport va être assez faible parce qu'on ne fait que gérer une collection de tours. Et donc, d'une certaine façon, une collection de tours assez indépendant, un peu comme dans un VRP. Et finalement, ça, on a déjà beaucoup de techniques, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher quelque chose de compliqué. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps pour... Ah oui, ici. I'm going to ask in English because it's better for me. If we apply the time expanded model to a problem of scheduling, and we consider just an instant of time, the solution should be feasible always for all the elements in every instant of time of the model. The solution is always feasible. Yes, we are looking for a solution which take into account which meets all the temporal constraints. That means which is feasible with respect to the temporal constraints. Yeah. Okay. Yeah, because I was thinking about the synchronization. Yes, of course. So synchronization between processes. For instance, in problems in standard scheduling problem like RCPSP, you may introduce synchronization constraints which tied some processes each other, which and makes them to meet at some time. And when you consider this, it may become interesting to use this kind of framework. And for example, if the system just stopped, the solution provided is also feasible for the future. I mean, according to this model, it can be used also to ensure this. Yes, of course. Okay, thank you. Merci. Y a-t-il une dernière question? Comme on a commencé un tout petit peu en retard. Une dernière, j'ai le droit? Ah, voilà, il y en a en plus, on va profiter. Bonjour, c'était une question sur la partie filtrage. Vous disiez que c'était compliqué de filtrer les solutions partielles pour, parce qu'on n'a pas... Dans la deuxième section, là. Le problème des véhicules autonomes. Oui, voilà. Ouais. Et où vous faisiez avec des approches de reinforcement learning. Est-ce que vous avez testé d'autres méthodes? Alors, on a testé beaucoup de schémas de reinforcement learning. Là, j'en ai proposé 2, mais on en a envisagé plusieurs. Donc, en fait, j'ai mentionné ici les 2 qui fonctionnaient le mieux et qui paraissaient le plus propres. Mais en réalité, on a cherché plusieurs approches en se demandant, avec toujours le même objectif, dire on n'a pas de procédé mathématiquement évident, et on a cet impératif d'aller vite. Donc, faut être arbitraire, il faut couper à la hache le nombre d'états, le nombre de décisions, et à partir de ce moment-là, comment on fait? Et ce qui nous est venu à l'idée, c'est on va essayer de
de faire tourner l'algorithme sur lui-même ou sur des instances différentes, puis petit à petit d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Et on a envisagé plusieurs schémas, je ne vais pas donner le détail, mais on a envisagé effectivement plusieurs techniques pour dire à quoi devait ressembler un bon ensemble d'états pour un EX et un bon ensemble de décisions. On a envisagé plusieurs critères. Et à la fin, bon, voilà, ce qui a émergé comme le plus intéressant, puis en plus, comme il n'y a quand même pas trop de temps, je n'allais pas énumérer toutes les techniques qu'on a essayé d'utiliser. J'en ai donné 2 et encore, je n'ai même pas décrit vraiment ce qu'on faisait. Voilà, on s'est arrêté à ça. Et effectivement, il faudrait décrire plus en détail, notamment comment on procède pour identifier les bonnes cibles. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais oui. Moyennement. Si, très bien, très bien. Bon, on va devoir s'arrêter là pour les questions. Donc, merci encore, Alain. Et juste avant de vous laisser partir, de la part du GDR Recherche Opérationnelle, un petit cadeau. Voilà, il y a Nadia qui est là et Pierre qui vient d'arriver. On a pensé que ça pourrait te faire plaisir. Le Alors, GDR désolé, ça a un peu Recherche. souffert dans le trajet. Ouais. Voilà, il faut que... Le GDR Recherche Opérationnelle qui est cher à mon cœur. Tout à l'heure, j'étais avec Philippe Chrétienne, qui a été le créateur et avec qui on a porté ce dossier. Et on se souvenait que ça avait été quand même une sacrée galère entre 2005 et 2006 pour arriver à créer ce GDR. On avait eu quelques multiples obstacles en face de nous et pas forcément là où on les attendait. Mais bon, 15 ans après, je dirais que ça fait partie des bons souvenirs. Voilà.